peint depuis l'âge de, je sais pas, 8-9 ans en autodidacte. Et puis à partir de 14-15 ans, j'ai pris des cours avec deux maîtres de la peinture lyonnaise, puisque j'étais sur Lyon à l'époque. À 17 ans, j'ai organisé ma première exposition personnelle, donc ce qui veut dire que j'avais déjà un peu de matière. C'était surtout un travail sur papier, sur carton, beaucoup de dessins. À 20 ans, j'ai été acheté par la ville de Lyon, j'ai été acheté par la ville de Zurich. Après la vie étant ce qu'elle est, il faut bien manger, il faut bien... Donc j'ai laissé un peu de côté tout ce qui était peinture. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Parce que je passais beaucoup de temps à l'extérieur et notamment à l'hôtel. Et le soir à l'hôtel, on s'ennuie pas mal. Donc lire c'est bien, écrire c'est pas mal non plus. Et je me suis mis à écrire. Donc voilà. Puis on est encore en 2021, donc il y a un peu plus de 20 ans, j'ai repris bêtement la peinture. Enfin, quand je dis bêtement, c'est ma fille qui un jour est venue avec une copine et qui m'a dit « Papa, apprends-nous à peindre ». C'est marrant, mais quand ça faisait plus de 30 ans que j'avais arrêté, ça a été un peu compliqué, mais finalement ça m'a fait rigoler et puis je me suis remis à peindre. Donc, sur cette période où j'ai pas peint, bon, je faisais quand même un peu de photos, mais sur cette période où j'ai pas peint, j'ai écrit à peu près, je sais pas, entre 3 et 4 000 textes poétiques. Donc j'étais tout aussi prolifique qu'en peinture. Quel que soit le domaine dans lequel je travaille, que ce soit peinture, photo, bien entendu texte, je raconte une histoire. Donc la peinture, c'est une histoire qui a un début et qui aura une fin à un moment. Mais mon histoire ne sera pas terminée quand moi j'aurai fini. En fait, c'est tout bêtement l'histoire de la vie, de l'homme, de ses relations, de ses rencontres, de ce qui lui fait mal, de ce qui lui fait du bien, de ce qu'il enrichit, de ce qu'il n'ose pas dire, de ce qu'il ne veut pas dire, etc. Donc voilà, c'est la vie. J'ai rencontré dans ma vie personnelle, professionnelle, un tas de gens, des gens qui m'ont enrichi, qui m'ont apporté beaucoup, d'autres qui m'ont détruit, parce que je n'ai pas été assez lucide pour comprendre qu'ils pouvaient être pervers et me conduire sur des chemins qui finalement n'étaient pas les miens, etc. Mais tout ça, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, avec des choses sympas à raconter, d'autres que je tais un peu parce que c'est moins sympa. Mais ce qui fait que je suis un homme. Et mes tableaux, c'est ça, même si ça n'y paraît pas, parce qu'un tableau tout noir comme ça, moi je sais ce qu'il raconte. Ça, je sais ce que ça raconte. Voilà. Les photos, c'est plus visible. C'est plus visible, c'est des déchirures, c'est ce que je dis, c'est des bleus à l'âme, c'est des moments de détresse, c'est des moments de solitude qui sont pas les miens là, qui sont ceux des gens que je photographie. Je parle avec eux pour essayer de comprendre, essayer de deviner aussi ce qu'ils ne me disent pas, ce qu'ils me cachent, et c'est ce que j'essaye de montrer après à travers de la représentation photographique. Puis les textes, ils parlent d'eux-mêmes, quoi. Et aujourd'hui, je dirais mon travail, il est essentiellement axé autour du noir, parce que le noir est une couleur très décriée, mais c'est une couleur. Enfin, c'est plutôt l'absence de couleur, normalement. Mais ça reste une couleur, puisqu'on la voit. Et le noir permet plein de choses, parce qu'il n'y a pas qu'un noir, il y a une foultitude de noirs. Et puis j'aime bien aller contre les valeurs traditionnelles. Les gens ont horreur du noir, parce que la religion a fait que ce soit la couleur du diable, la couleur du péché, la couleur de la prostitution, enfin de tout ce qu'on dit. Mais c'est pas ça du tout. C'est une des 3 couleurs originelles, parce que quand l'homme était tout seul au fond de sa grotte, il n'avait que 3 couleurs à sa disposition, le blanc qui était la couleur de la craie, le rouge qui était la couleur du sang des animaux et le noir qui était la couleur du charbon de bois. Donc c'est une des 3 couleurs originelles. Et elle ne porte pas plus de péché que le rouge ou le blanc.
Donc essentiellement axé sur le noir et avec une recherche à la fois donc tout en racontant mon histoire, à la fois de la lumière, de la matière. Et j'utilise pour ça, comme technique, des choses un peu interdites, du goudron, beaucoup, de l'huile de vidange, donc qui est bien noire, etc. De l'acrylique comme tout le monde, des encres comme beaucoup, etc. Alors ce tableau, il est tout noir, hein, a priori il est tout noir avec une ligne horizontale. Alors la ligne horizontale, vous allez la trouver souvent dans mes tableaux, parce que pour moi la peinture c'est un trait d'union. Et le plus beau de tous les traits d'union, c'est l'horizon. C'est l'union entre la terre et le ciel, mais c'est l'union aussi entre le dur et le léger, le végétal et l'aérien, etc., etc. C'est le plus beau de tous les traits d'union et c'est horizontal, donc vous allez souvent retrouver l'horizontalité dans mes tableaux. Et au-delà de ce trait horizontal, il est parsemé de multitudes de traits verticaux. Tous ces traits verticaux, c'est ce que j'ai voulu représenter, c'est sûrement pas ce que chacun il dit si je ne l'explique pas. Ce sont toutes les rencontres que j'ai faites au cours de ma vie, toutes les rencontres, comme je le disais tout à l'heure, qui m'ont construit. Voilà, il y en a qui sont plus marquées que d'autres, il y en a qui sont plus profondes que d'autres, mais c'est la richesse de mon existence. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Thérèse Attala. Mon nom d'artiste c'est MTA, juste le début de chaque nom. Et puis voilà, la céramique c'est ma passion depuis bientôt une vingtaine d'années. Ce n'était pas ma profession, j'ai commencé, j'étais médecin, j'ai été médecin pas très longtemps parce que j'ai toujours voulu faire de l'art. Et j'ai commencé par la peinture, j'ai fait quelques années de peinture et puis j'ai touché la terre une fois et là c'était le déclic. Voilà, donc j'ai commencé par faire des poteries, des choses utilitaires, mais ce n'était pas trop ce que je voulais et puis j'ai commencé à modeler et là c'était la révélation. Surtout quand j'ai découvert la technique du raku qui était vraiment magique. Et là, voilà, depuis, je fais du raku, je fais des sculptures que j'habille, comme je dirais, en raku. Donc le raku est une technique japonaise qui date du XVIe siècle. Elle a été créée par un potier coréen, je suppose. C'était fait exprès pour la cérémonie du thé. Donc ce potier coréen a créé cette technique qui est une technique très, comment dire, très dure en fait, parce qu'on maltraite la terre. On fait son modelage, on cuit la pièce et puis traditionnellement, et puis elle est émaillée. Et une fois émaillée, elle est recuite dans un four qui monte en température très très vite. Donc on arrive à une température de 1000 degrés facilement en 1 heure de temps. La pièce est retirée du four, on ouvre le four incandescent, là la pièce est incandescente et on retire la pièce avec des pinces spéciales, bien sûr tout équipé avec des gants, des masques. Et la pièce retirée à cette température, à l'air libre, ça crée un choc thermique et du coup il y a des craquelures qui se forment sur l'émail. Une fois la pièce retirée, on la met dans du combustible. Moi, j'utilise personnellement des feuilles d'arbre séchées. Il y en a qui font avec des copeaux, il y en a qui font avec de la sciure, d'autres avec du papier journal. Moi, j'ai un grand jardin, du coup, j'utilise mes feuilles sèches, c'est bien. Et voilà, on pose la pièce dans ce combustible. Ça flambe bien sûr et puis on recouvre, on laisse pendant une quinzaine de minutes et après la surprise, on ouvre et voilà, on trouve la pièce avec des magnifiques craquelures. Là où ça a craquelé, ça devient noir. Là où il n'y a pas d'émail aussi, ça devient noir. Et
Et voilà, c'est magique, c'est tout simplement magique. Ça dépend de l'émail qu'on utilise, ça dépend de la pose de l'émail, ça dépend du temps qu'on laisse la pièce à l'extérieur, ça dépend, des fois on peut toucher la pièce avec les gants bien sûr pour créer plus de craquelures. Il y a beaucoup de facteurs, Et à force, avec l'habitude, on sait comment créer ces craquelures et où est-ce qu'on en veut plus, où est-ce qu'on en veut moins, voilà. C'est juste un savoir, quoi. C'est à force de répéter, avoir au début des déboires, rater des pièces, et puis après, c'est bon, on maîtrise. Voilà. On ne maîtrise pas tout, c'est sûr, parce que, il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau qui font qu'il y a toujours une part d'aléatoire. C'est jamais ce qu'on veut exactement. Et c'est ça qui est beau, en fait. Je vais parler un peu de mes pièces, en général. Ça fait quelques années que j'ai un petit toc, c'est faire des pièces rondes. Alors, j'en ai fait des tonnes. J'ai commencé par faire des pièces, juste des formes rondes, en jouant avec le raku dessus, en mettant un petit peu de couleur. Et puis, je suis passée aux animaux. Donc, j'ai fait plein d'animaux tout ronds, tout genre d'animaux, j'ai adoré ça. Et puis, là, cette année, je me suis dirigée vers les humains, et tout en gardant les rondeurs. Je pars toujours à partir d'une sphère. Dans la petite fille, là, l'oiseau bleu, j'ai commencé par une sphère pour faire la tête, et puis j'ai modelé et j'ai continué. Là, j'ai une série de personnages qui sont tous à partir d'une sphère, tous arrondis, et j'aime bien ça, j'aime bien le toucher du arrondi. Peut-être que je vais changer plus tard, mais pour l'instant, c'est ce que j'aime. Voilà. Et là, j'ai amené la petite... en fait, j'en parle comme si c'était un être vivant, mais pour moi, elle existe déjà. Alors, c'est une petite fille avec un petit oiseau qui est rond aussi. Ça fait partie de mes animaux fétiches, les oiseaux. Je les appelle les petits piafs. Donc voilà, elle a sur son épaule l'oiseau posé, c'est assez romantique, c'est mignon, c'est gentil. Moi j'aime bien quand c'est gentil, quoi. C'est un peu niais, mais c'est mon truc. J'aime bien que les gens sourient quand ils voient mes œuvres. La douceur, voilà, la douceur, la gentillesse. C'est aussi bête que ça. Et en fait, c'est en corrélation avec le terme raku, parce que le terme raku veut dire joie, spontanéité et bonheur, quoi. Voilà, joie, bonheur et spontanéité. Donc, je pense que, voilà, je suis en accord avec ma technique. Je pense. Je suis Pascal Vabre, j'ai eu un accident grave qui m'a conduit à changer mes habitudes de loisirs et de recherche personnelle. J'étais paraplégique, donc j'ai dû passer 1 an et demi à l'hosto, ce qui m'a amené à changer toutes mes activités que je faisais, beaucoup de sport, moto, canyoning, beaucoup de choses extrêmes. Et j'ai dû passer du tout au tout avec une chose plus artistique, plus... alors j'avais fait déjà de la photo, je me suis remis à la photo, mais ça ne me convenait pas plus que ça. Du coup, j'avais beaucoup envie de sculpter la pierre depuis toujours, et j'ai essayé, mais mes poignets et l'effort physique étaient trop durs. Du coup, une amie m'a dit, mais est-ce que tu ne voudrais pas sculpter de la terre, de l'argile? J'ai dit, ouais, pourquoi pas, et on est parti sur un stage de sculpture, et de suite ça m'a beaucoup plu. Et depuis, j'ai pas quitté. Du coup, ça fait 6 ans que j'en fais. C'est très intéressant de travailler ce genre de matériau qui est très, très sensuel. Enfin, de suite, on adhère parce que
Le toucher est très particulier, très sympathique. Et j'ai fait ma carrière dans l'aéronautique. Et là, je viens de laisser tomber ma carrière d'aéronautique. Bon, je suis en fin de carrière quand même. Pour être artiste-auteur et travailler pleinement ma sculpture et donner des cours, et montrer, enfin donner tout ce que j'ai à donner, tout ce que je pourrais donner, toute mon expérience aux gens qui voudront faire des débutants ou des gens plus confirmés qui voudront sculpter. Une passion, besoin, et je ne veux pas le mettre en travail, parce que dès qu'on se met en travail, on s'oblige à faire des choses commerciales, des choses qui vont plaire, et on ne s'exprime pas vraiment, je trouve, par rapport à ce qu'on devrait faire en tant qu'artiste. Artiste, il faut faire ce qui nous passe par la tête, nos envies, et bon, en principe, quand je pars sur une idée, j'en fais deux, trois versions et après je passe à autre chose. Alors beaucoup, bon, on regarde quand même sur internet ce que font les autres, beaucoup d'expos, je vais voir des expos, et de fil en aiguille, souvent, il y a une idée particulière qui nous touche, mais on ne va pas faire une copie, on va aller chercher, on part d'une idée, et on va rechercher quelque chose qui est personnel. Et ça, la terre le permet énormément, parce qu'on travaille en enlèvement de matière, mais en rajout aussi. Et on peut travailler une œuvre pendant plusieurs années si on a envie, quoi. Il suffit de la maintenir à un taux d'humidité. Alors on fait ça sous des sacs plastiques, on met 2 sacs plastiques. Et on l'humidifie régulièrement et on peut y revenir presque indéfiniment, comme un peu comme un tableau, quoi, un tableau à l'huile. Après, si on laisse trop sécher, c'est foutu. Là, on ne peut plus faire de rajout, on peut enlever, mais on ne peut plus faire de rajout. Alors, il y a plusieurs procédés où on prend un pain de terre, pouf, on le pose et on coupe dedans. Ou alors, si c'est par exemple un personnage, on peut faire des boudins pour les jambes, des boudins pour les bras. On vient les ajouter à un corps et on rajoute une tête dessus et voilà. Et c'est parti. Après, la terre ne tient pas forcément, si on rajoute des bras comme ça ne tient pas. Il faut mettre des supports, il faut mettre des tuteurs pour que ça arrive à une certaine maturité de séchage qui permette à un bras de tenir. Autrement, le bras il tombe. Alors, les techniques, bon, la terre, c'est toujours à peu près la même, sauf qu'il y a des centaines de terres différentes. Alors, il y a un grain dans la terre qu'on appelle la chamotte. Alors, c'est un grain qui peut être très très fin ou de plus en plus gros. Alors, ça va de... Les terres que j'utilise, moi, c'est du 0,2, on va appeler ça, 2 dixièmes le grain, 5 dixièmes. Mais on monte à 1 mm, voire 2 mm. Plus le grain est gros, plus on aura de facilité à faire tenir la pièce d'un seul coup. Plus c'est fin, plus on aura une texture fine et facile à travailler le lisse, l'aspect lisse. Mais par contre, c'est plus fragile au séchage avant de cuisson. Et on aura beaucoup plus de difficulté à le faire tenir. Il va falloir plus de support, de choses qu'on va mettre en place ou des mousses pour tenir quand on va travailler la pièce. Après, les terres aussi, il y a plein de couleurs différentes. On va du blanc, marron, marron clair, il y a du rose une fois cuit, il y a du vert, il y a du marron, alors toutes les sortes de marron. Après, je mélange certaines terres aussi. C'est intéressant aussi. Mais j'aime beaucoup faire mes propres couleurs. Alors, je prends des pigments naturels avec un liant et je conçois mes propres couleurs. Alors, au début, je faisais avec des choses achetées du commerce. Et très vite, ça m'a intéressé de faire mes mélanges à moi, mes propres colorations. Et ça, c'est très plaisant aussi. Et on arrive à obtenir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi.
Et après, je peux travailler avec de la cire par-dessus. Alors, on travaille avec des cires, pareil, on a plusieurs teintes, j'ai 4 teintes de cire. Et je viens moduler, enfin 4 teintes, non, j'en ai beaucoup plus, mais bon, j'en ai 4 principales, on va dire. Et je viens travailler le brillant, les reflets, ce qui m'intéresse de redonner sur la sculpture. Ça, c'est très intéressant de travailler à la cire aussi. Ça amène à autre chose qui est assez, enfin, que j'aime beaucoup. Je m'appelle Sylvie Abadi-Bastide. Alors la peinture, c'est depuis l'enfance. Hein. J'ai toujours crayonné, dessiné, seule dans ma chambre. Voilà, j'étais une enfant assez sage. Et donc progressivement, cette passion, entre guillemets, m'a accompagnée au quotidien, avec une évolution dans ma vie, puisque bon, j'étais enfant, après j'ai grandi. Après, dans ma vie, la peinture a toujours été là. Mais je suis comme toute femme, on passe par plusieurs périodes. On est donc enfant, après adolescent, après on est dans les rencontres, l'amour, les couples, l'enfant, le travail. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent dans une vie. Et donc moi, ma peinture, elle a toujours suivi toutes ces transformations, ces évolutions de ma vie avec mon ressenti intérieur. C'est-à-dire que j'ai peint toujours par rapport à ce que je vivais intensément, parce que je suis quelqu'un de profondément émotive et sensible. Et donc je sais que mon travail se ressent de ces vibrations. Voilà. J'ai voulu aller plus loin, donc j'ai fait une formation à l'école des Beaux-Arts de Toulouse avec monsieur Daniel Shenton, un grand peintre. Donc j'ai eu cette chance de travailler avec lui. Je fais ses cours pendant 3 ans. Puis bon, après, j'ai commencé à travailler toute seule, à faire quelques ateliers. Mais les ateliers, au début, j'étais toujours emballée. Puis petit à petit, j'y trouvais pas mon compte. Donc c'est dans mon espace personnel, vraiment, que mon art prend toute sa place. J'existe, j'explose, en dehors du regard des autres. Et là où je m'accomplis complètement, voilà. Et puis depuis quelques années, j'ai travaillé beaucoup le portrait des femmes, parce que j'ai voulu représenter dans chacune justement ce que les femmes peuvent traverser dans une vie, c'est-à-dire la joie, la tristesse, la peur, toutes les émotions qu'une femme vit, traverse. Et toutes ces femmes, dans leur regard, dans leur expression, on peut ressentir ça. Enfin, pour moi, c'est une mise à nu personnelle, parce que je me revois dans ces femmes, je me mets à la place de ces femmes, et quand je les peins, c'est moi que je peins en fait. Voilà. Donc voilà, c'est ma passion, c'est mon quotidien. Alors au niveau de la technique, donc c'est principalement l'huile et l'acrylique. Alors tout d'abord l'acrylique bien sûr, puisqu'après on gras sur maigre, hein, donc l'huile. Et puis des papiers délicats, alors les papiers de soie, les papiers japonais, très, très fins, très transparents, que je peux intégrer dans les toiles, que je retravaille avec des médiums, donc qui donnent la possibilité de rêverie, tout dépend le choix bien sûr. Et ce que j'ai réalisé aussi il y a à peu près 2 ans, j'ai fait des totems, alors des totems sur bois. Alors les socles sont parfois aussi en bois ou parfois en granit. Et puis donc je peins le totem, alors je peux aussi travailler avec de la peinture, des papiers, je peux y ajouter des clous aussi. Voilà, donc ça aussi c'est une expression de rêverie, une histoire qui peut s'inventer sur un totem. Et puis depuis plus d'1 an, donc, puisqu'on vit une période un peu particulière, on est plus centré sur soi-même et sur l'individualisme. Voilà, j'ai la chance d'habiter la campagne et de faire des randonnées pédestres régulières. Et là, il s'est passé quelque chose aussi, puisqu'il y a eu un fil conducteur qui m'a porté vers des choses naturelles, avec des couleurs différentes, plus douces, des expressions de liberté, une liberté picturale. Je voudrais
lire un texte que j'ai écrit à l'occasion d'un prix que j'ai reçu fin février 2020. Donc c'est le prix de l'Académie du Languedoc. J'ai reçu le prix René Aspe, donc c'est une belle reconnaissance. Et donc à cette occasion, j'ai dû parler de ma peinture. Donc je vais vous lire le texte. Alors, après une formation à l'École des Beaux-Arts de Toulouse, j'ai pratiqué quelques ateliers, mais c'est dans mon espace personnel que mon art prend toute sa place. Passé par plusieurs périodes, aujourd'hui, le choix des médiums, la peinture, les papiers délicats chargés de couleurs, les reliefs et le sujet de la femme sont une évidence. Ce long travail me conduit à la représentation de sensations, d'émotions et de rêveries. Éveiller la mémoire, raviver l'espoir, œuvrer au développement de soi, pour moi-même et pour les autres. Le choix unique du portrait s'impose. Travail sur l'humain avec l'infinité possibilités de traitement esthétique et émotionnel qu'il offre. Rien n'est défini à l'avance. Un visage qui inspire, en réaliser un nouveau, loin du modèle, image de l'inconscient ainsi matérialisée. Le réel est modifié et ne devient que mise en scène, prétexte à la confrontation d'un face-à-face. Sonder l'âme féminine dans ses plus secrets retranchements, les plus fascinants aussi. Témoignage d'une réalité perdue, transcendée par la multiplication et la variation infinie de l'image féminine, ainsi devenue universelle et intemporelle, pluralité des modèles pour n'en faire qu'un. C'est bien ma nature profonde et intime qui transparaît dans mes œuvres, terrible et exaltante mise à nu. C'est alors que l'œil extérieur et subjectif du spectateur peut imaginer l'histoire, ma propre histoire, car l'art du portrait n'est qu'une histoire de rencontre. Cependant, l'inspiration artistique est incontrôlable et pourrait-il se faire que je sois inspirée par d'autres thèmes. Alain Alphonse, j'ai 70 ans et je suis peintre amateur depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé très tôt, en ma petite enfance, j'avais peut-être 5-6 ans. Tout petit, je redessinais donc les Mickey, sans le livre, tout seul, en essayant d'y mettre de la couleur toujours à l'aide du crayon de bois, en nuançant le degré d'appui sur la feuille pour faire des gris et des noirs. Après, je suis passé donc à l'encre de Chine, où j'essayais de faire des gravures de style apothicaire, etc. J'ai fait cela pendant une paire d'années, avant de passer au fusain. Alors le fusain m'a pris beaucoup de temps, parce que j'ai adoré cette matière, que je trouvais relativement facile à travailler. Étant autodidacte, donc il a fallu que je me trouve effectivement toutes les petites astuces pour arriver à en sortir, pas de la photo, mais pas loin. J'ai fait de nombreuses expositions, avec le fusain, sur le thème un dessin finalement, où j'ai eu quelques prix de dessin, quelques premiers prix de dessin, à droite à gauche. Après, je me suis mis à la peinture à l'huile. C'est à l'occasion d'un de mes anniversaires que m'ont été offerts dans les premiers coffrets de peinture. Là également, étant toujours novice en la matière, j'ai essayé de trouver les techniques les mieux. Donc, les tubes, effectivement, il y en avait certains qui étaient un petit peu gâchés, les fonds de toile, tant pis, mais il fallait que j'y arrive. Et au fil, effectivement, des heures de travail quand même un petit peu énormes, j'ai trouvé comment, effectivement, on peignait à l'huile avec tous les dérivés de l'huile pour faire un joli tableau. Plus tard, 5 ou 6 ans après,
je me suis mis donc à l'acrylique. J'ai trouvé cette technique parfaite par rapport au séchage vis-à-vis de l'huile. Mais par contre, l'huile avait effectivement des atouts, c'est que l'huile ne séchant pas vite, on pouvait y revenir, voilà, sans que ça se voie. Concernant donc l'acrylique, après avoir fait bon, des natures mortes, bon, parce que j'ai fait souvent des natures mortes, je me suis mis à faire du contemporain sur des toiles de format 80-80, 3D, où là j'associais effectivement la technique mixte, avec bon, des éléments 3D plus proéminents pour donner du relief, et la peinture. Tout cela dans un esprit aujourd'hui plus galactique que vraiment réaliste, tout en faisant des tableaux réalistes, modernes, contemporains, mais avec une autre sensibilité. Que dire encore concernant le dessin? Oui. Concernant le dessin, là, j'ai fait beaucoup de portraits, et notamment l'œil, parce que l'œil, c'est la vie, et au travers de l'œil, on peut découvrir effectivement une certaine pensée. J'ai fait des petites expositions, surtout dans une maternelle, je me souviens très bien, dont le thème, la main créatrice. Là, pareil, c'était l'œil qui prédominait, des visages. Puisque bon, mes petits-enfants et mes enfants, je les ai fait en portrait. Toujours au fusain. Voilà. Je n'ai jamais fait un portrait à la peinture à l'huile, ni à la peinture acrylique. J'ai eu la chance d'avoir quelques petits prix, dont le plus gros pour moi, petit peintre, le Grand Prix de la ville de Luchon. La joie que ce tableau m'ait été acheté par la ville et remisé au musée de Luchon. Voilà. Concernant la toile et le perroquet, il s'agit d'une toile de 80 par 1 mètre où figure un perroquet mis en scène sur un décor dans des blancs, gris, noirs, où l'on peut percevoir effectivement une espèce d'encerclement. Ce pauvre perroquet se retrouve, lui, le seul coloré dans l'histoire, avec toutes ses couleurs sublimes. Il est là, et il essaie de nous conter quelque chose. Il veut sortir de là, il est assis, et il attend. Grâce à sa couleur, et j'espère qu'un jour, quelqu'un le retrouvera ailleurs, ce fameux perroquet. Comme technique, j'ai utilisé uniquement de la peinture, de l'acrylique, sans autre, j'allais dire, apport à côté. J'ai utilisé des brosses et sur une petite partie, un couteau. Thomas Alphonse, mon blaze c'est Tom Sooner, donc le blaze pour ceux qui ne le savent pas, c'est le surnom, c'est un surnom qu'on donne aux artistes. Parce que je m'appelle Thomas, donc j'ai voulu faire le diminutif Tom. J'ai trouvé ça plus stylé avec un apostrophe S Toms et j'en suis venu à rajouter le bonheur derrière parce que justement j'ai oublié d'en parler, je suis dans un crew de graffiti et à la fin de chaque blaze il y a honneur à la fin. J'ai commencé le graffiti en 2016 suite à de nombreuses années dans une école de danse où je faisais du breakdance et où je fais toujours du breakdance. En fait, mon prof de breakdance est aussi graffeur professionnel sur Toulouse et assez connu, on va dire, en Occitanie. Donc j'ai voulu l'imiter un peu, faire comme lui, et puis j'en suis venu à aimer, me prendre de passion
pour le graffiti. Donc moi, ma spécialité, c'est le lettrage, plus que les personnages. Au niveau personnage, c'est les personnages cartoon, manga, que je retranscris sous forme de fresques sur mur ensuite. Donc avec un lettrage sur le côté et un personnage au milieu ou à côté. Ce que j'aime dans le graphe, c'est jouer avec la dynamique et la forme des lettres. Surtout certaines lettres comme le S qui est ma lettre de spécialité, car elle a une palette de mouvements incroyable. Il y a plusieurs styles de lettrage dans le graphe, donc moi j'en travaille 4 principalement. Donc le flop c'est le style de lettrage qu'on voit souvent par les vandales, un peu chewing-gum. Il y a le bubble, donc c'est un style de lettre qu'on arrive à reconnaître même sans se connaître en graffiti, et qui est plutôt arrondi dans les angles, etc. Et donc le old school, donc il y a une forme de lettre un peu plus cassée, on va dire, avec des courbes un peu plus cassées, mais tout en restant assez cubique. Et ensuite, ma spécialité, moi, c'est plutôt le white style, donc le style sauvage, comme son nom l'indique, où c'est vraiment des lettrages qui sont un peu compliqués à déchiffrer, très sauvages, voilà, qui sont explosifs. J'aime bien les lettrages qui sont assez funky et qui ont un flow new-yorkais, on peut dire. Je fais le graphe sur mur, c'est le graphe comme tout le monde le connaît, à la bombe sur mur. Ensuite, je fais la même chose sur toile, et je fais de la personnalisation d'objets aussi. Donc mes toiles, je les fais à la bombe et au Posca pour les contours, pour des contours plus précis qu'à la bombe, selon la taille de la toile, du support. Et tout ce qui est personnalisation d'objets, ça va être soit que Posca, soit à la bombe, soit aussi je peux utiliser l'acrylique au pinceau. Tout dépend du format du support. Et voilà. Ensuite, sur mur, j'ai commencé par faire des petits murs. Donc, je ne saurais pas vous dire la taille exacte, mais c'est des petits murs surtout pour travailler les contours, les lumières, tailler les arêtes qui rentrent dans d'autres lettres pour que ça fasse très propre. Et ensuite, récemment, je me suis mis à faire des grands murs avec justement mon prof de break qui est graffeur pro. Des grands murs, des grosses fresques avec son lettrage à lui, le mien à côté, au milieu un gros personnage manga. Donc voilà, et bien sûr tout cela sur mur autorisé à Ramonville. Il y a un gros spot de graffiti qui est autorisé. J'essayais un peu de faire comme mon grand-père, et ensuite j'en suis venu à faire du graffiti. Je me suis découvert plus passionné par le street art et le graffiti que par les arts plus communs. Pour le S soleil cosmique, comment j'en suis venu à en arriver à cette idée. J'ai voulu exprimer ma lettre de spécialité qui est le S, comme j'ai pu le dire, et la représenter sous forme de soleil. Donc faire un soleil, donc le soleil se situe dans l'espace, et faire un soleil qui représente un peu le graphe, donc sous forme de S, avec des explosions qui ressortent de la lettre sur les côtés, etc. Et donc d'où la couleur feu représente le soleil, le fond, l'espace, et voilà, tout donc un soleil explosif dans l'espace. Alors, je m'appelle Sylvie et je suis animatrice à la clinique de la recouvrance depuis mars 2016. Ma fonction consiste à proposer des activités manuelles et artistiques à des patients qui viennent donc à la clinique en post-cure pour un suivi en addictologie, puisque la clinique est un nécessaire en addictologie donc.
Ce sont des patients qui ont des problèmes d'addiction par rapport à l'alcool et par rapport à d'autres produits divers. Et cet atelier leur permet un petit peu de se recréer, de retrouver un petit peu des patients qu'ils ont pu avoir avant et que les produits ont pu leur faire perdre. Et donc il y a aussi des activités jardinage, des activités qui sont ludiques aussi. On peut commencer par du coloriage pour arriver après à une sculpture ou à de la peinture. C'est vraiment très varié et chacun arrive à donner un peu de soi-même. Les patients suivent un programme particulier. Donc sur leur séjour de 6 semaines, ils ont 26 heures d'activité artistique au minimum. Et après, sur leur temps libre, ils peuvent aussi revenir à l'atelier s'il y a des places disponibles. En ce moment, avec la période Covid, les places sont limitées, mais comme les beaux jours arrivent, ça permet aussi de bricoler dehors. Donc on peut travailler à la menuiserie, on peut travailler au jardin et ça permet aussi de penser à autre chose et de se libérer. C'est quand même un atelier qui est ouvert dans tous les sens du terme. Ils peuvent aussi prendre une boisson chaude, ils peuvent aussi ne rien faire et rester à discuter avec les autres ou regarder. Et puis souvent, c'est à force de regarder les autres que l'inspiration arrive. Et il est clair que même si à la base, ils pensent ne pas avoir de capacité manuelle, ils se rendent compte qu'à terme, ils arrivent quand même à créer quelque chose. Alors au départ, ils ont tendance à vouloir créer quelque chose pour leur famille, pour leurs enfants, comme pour leur montrer qu'ils sont capables encore de faire quelque chose. Et ça, c'est ce qui ressort le plus souvent. C'est que je n'impose pas d'activité. Alors on a des partenariats avec la ludothèque et la médiathèque de la commune et avec l'association des commerçants. Donc là, ces partenariats sont très valorisants pour les patients. Ils apprécient justement cette reconnaissance et voilà, quelque part, ils redeviennent quelqu'un et ça, c'est important pour eux aussi, cette reconnaissance. En fait, ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir lâcher prise. Et quand ils viennent à l'atelier, ils n'ont pas cette pression de temps, il n'y a pas d'obligation de résultat. L'activité artistique, c'est important. Ouais. Je m'appelle Philippe, je suis en post-cure à Fronton. Je finis ma 6e semaine, donc je pars vendredi. Le séjour s'est très bien passé, et particulièrement à l'atelier, avec Sylvie. Ce que ça m'a apporté, j'étais pas justement très porté sur l'art et sur la manière de l'aborder. Donc j'ai fait des sculptures, à mon niveau évidemment, et chacun travaille ou crée à son niveau. Je pense que tout le monde en fait a un pouvoir de création. Et voilà, on arrive à le mettre soit sur du papier, soit sur du bois. Cet atelier amène un peu de liberté dans un contexte, on va dire, Covid, qui est assez restrictif au niveau de la clinique, même à l'extérieur, mais surtout en milieu fermé comme ça, c'est assez... donc ça nous amène un peu de liberté et on peut s'évader. Alors je m'appelle Bacre, j'ai 30 ans, je suis originaire d'Ariège. Donc je suis ici depuis 7 semaines et donc je fais des ateliers depuis à chaque fois, donc dès que je peux, donc en plus des ateliers obligatoires, on va dire entre guillemets, dès que j'ai une occasion, je viens ici à l'atelier. Alors j'aime beaucoup l'art en général, que ce soit la musique, la peinture, les graphes, tout ce qui est art quoi. Et alors moi j'ai pas beaucoup d'imagination, donc ce qui est bien ici c'est que Sylvie nous guide un peu, nous axe, et puis on a beaucoup de choses à portée de main, donc du coup ça aide un peu à créer, on va dire, des choses qui nous passent par la tête. Soit pour l'esprit, la convivialité, parce qu'il y a quand même notre passion, puis la gentillesse de Sylvie aussi, du coup, qui motive, qui booste. Je suis M. Angériadès et effectivement, depuis 2003, nous sommes présents sur CP au travers de la gestion de maisons de retraite et particulièrement d'EHPAD, proprement dit. Ce local, ce lieu, avait besoin de retrouver une dédicace parce que c'était primitivement une des unités de la maison de retraite que nous avons décalée, aujourd'hui recentrée sur les Serpollet proprement dit. Et ce lieu avait besoin
d'être redédicacé, retrouver du sens et non pas rester pleinement en stock. Alors on avait deux solutions, hein. Soit en faire une promotion immobilière quelconque, soit plus exactement lui donner toujours une connotation sociale et culturelle. Et on a pensé que dans notre région, dans notre lieu, dans notre communauté de communes du Frontonnais, il était nécessaire que peut-être on contribue encore plus de ce qui a déjà été fait et ce qui se fait d'ailleurs par ailleurs à l'émergence de la culture, à l'émergence d'un esprit curieux des jeunes comme des moins jeunes pour l'art. Pour ce faire, nous nous sommes mis en recherche d'une orientation, d'une pensée, d'un projet particulièrement tourné vers l'art. Et nous avons pensé que notre maison pouvait répondre à la fois sous une forme d'incubateur, c'est-à-dire la possibilité à la fois pour des artistes de venir ici faire un travail de ressourcement auprès de chacun pour pouvoir, et en même temps partager, pour pouvoir travailler mieux et plus leur art, ce qui a été le cas pour un certain nombre, d'autres pouvant même loger sur place. Enfin, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que nous avons une dimension sociale, c'est-à-dire la possibilité pour des personnes qui seraient handicapées, moteurs, s'entend, qui seraient autistes par exemple, de pouvoir les accueillir dans cette résidence. Afin de pouvoir, pourquoi? Parce que tout simplement elle est aux normes handicap, donc c'est pratiquement la seule unité, sinon la seule en France, qui est en capacité de pouvoir recevoir en totalité les handicapés dans son lieu et de pouvoir leur permettre d'exercer leur art. D'autre part, la structure, elle est aussi tournée vers le multi-art, c'est-à-dire la possibilité de partager avec d'autres artistes, chacun son expérience, chacun son expertise, et c'est certainement dans l'enrichissement des arts qui se conjuguent les uns aux autres que l'on peut trouver véritablement, je dirais, une richesse et un intérêt certain. Voilà, ce que je peux vous dire sur cette maison, nous, on sait que la DRAC nous soutient, la Direction régionale d'action culturelle nous soutient, la communauté de communes nous soutient et nous est proche dans nos réflexions, et on sait que les communautés sur le secteur nous accompagnent. Alors nous avons mis en place ici, nous avons mis en place un responsable, un chef de projet qui s'appelle Marjorie, qui travaille par ailleurs dans la structure Les Serpolets, mais qui en même temps est un art thérapeute et qui en même temps est un artiste. Donc cet ensemble, cette conjugaison permet aussi d'avoir un lien entre la résidence artiste et l'EHPAD. C'est très important ça aussi parce que ça permet à des artistes de rencontrer des personnes âgées, des personnes qui sont quand même sensibilisées et qui peuvent toujours être sensibilisées à l'art, et peut-être les artistes s'enrichir de leur vie et du patrimoine que portent ces personnes âgées qui peuvent leur raconter beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes et qui les inspirera certainement dans le cadre de leurs prochaines activités artistiques. Je suis Marjorie Lehmann, la responsable de la résidence d'artistes Le Clos des Vignes située à CB. Je suis peintre amateur, donc j'ai passé un bac littéraire option art lourd pour me spécialiser dans les techniques plastiques. Puis j'ai toujours eu la vocation d'être art thérapeute, donc j'ai fait mon DU d'art thérapie à la faculté de médecine de Toulouse et ma licence de psychologie. Aujourd'hui je suis art thérapeute, mais je suis aussi peintre amatrice. D'où la création du coup de méthode. Voilà, donc c'est un matériau, j'ai mis à peu près 5 ans d'introspection personnelle pour trouver le matériau qui à moi me parlait, me représentait. La tôle totalement atypique, difficilement manipulable, difficile de trouver une peinture qui s'approche sur la matière. Du coup, ça a été des années d'exploration sur ce médium pour pouvoir aboutir du coup à l'exposition La Trace,
Donc vous avez deux exemples ici. Et en fait, les traces sont faites à partir d'accumulation de peinture avec des parties de mon corps, puisque je peins avec mon corps, et ensuite vernis pour stabiliser la coloration et qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne se ternisse pas. Voilà. Donc en fait, dessus est appliqué un vernis de carrosserie, fait par un carrossier. Voilà. Aujourd'hui, je suis plutôt orientée abstrait, mais je l'ai toujours été, parce que ça permet à autrui de pouvoir s'imaginer ce qu'il souhaite à travers mes traces et d'espérer ce qu'il veut en fait, en conclusion. Du coup, ma peinture est impulsive, voilà. Du coup, j'ai mis du temps à mûrir le choix du support et le choix des couleurs, parce que c'est suivant mon humeur en fait. Mais par contre, après, c'est pas une inspiration, c'est une pulsion créative. Donc, en tant qu'art thérapeute, je recherche en chacun d'autrui l'instinct créatif pour qu'il puisse se révéler, se mettre à nu. Ben, moi, en fait, je l'ai acquis avec mon expérience, le mien, l'instinct créatif, et du coup, c'est celui-ci qui se révèle de manière pulsionnelle. Uniquement sur certaines tôles qui sont un peu plus brusques que d'autres, on le voit. Oui, c'est certainement un état de nervosité qui ressort. Du coup, le Clos des Vignes, il y a plein de projets et de futurs projets sur le territoire à mettre en place, dont un qui arrive très prochainement, en septembre prochain, avec l'artiste Julien Argeriades, du coup, qui est photographe et spécialisé sur la faune et la flore pyrénéenne. Et du coup, nous mettons à disposition des écoles du territoire, collèges et lycées, une exposition photographique sur la faune et la flore pyrénéenne pour sensibiliser la jeunesse à l'écologie et au respect de la planète à travers ce médium, l'animal, la faune, vraiment pour qu'ils touchent du doigt en fait que si nous faisons des petits gestes, et bien la répercussion sur les animaux et notre environnement est immense en fait. Voilà. Je suis avant tout un pyrénéiste passionné par le règne animal. Je ne me considère absolument pas comme un artiste, mais plutôt comme un témoin de la nature qui nous entoure. Je veux pouvoir raconter, autour de mes images, une histoire, vous faire passer une émotion, vous transmettre le reflet de cette nature. Il m'arrive de passer plusieurs heures en affût dans la nature sans rien voir, mais je ne considère pas cela comme un échec ou un quelconque ennui. Il y a toujours quelque chose à observer, quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose pour s'émerveiller. Pour moi, la photo, c'est la capture de l'instant présent. Mais ce que j'aime énormément, c'est tout le travail en amont, de recherche bibliographique, l'appréhension du milieu, la prospection du moindre indice de présence, l'attente de l'instant rêvé au fond de mon affût. Et quand la magie opère, et que vous avez accompli votre souhait, l'émotion, elle est juste indescriptible. Cette quête peut être longue, de plusieurs années parfois, comme celle que je mène actuellement pour l'ours brun ou le grand tétras. Mais qu'importe, dans la nature nous avons le temps. Contrairement à la société moderne actuelle, où nous voulons tout de suite. Peter Coutou, je suis d'origine sud-africaine. Je vis en France depuis une vingtaine d'années. Je suis une femme de Londres, Toulouse et après Castres. Je suis mise à la peinture titre professionnel depuis 3 ans, 4 ans, 3 ans et demi. J'ai exposé sur Blagnac, sur Toulouse, à Paris. Plutôt dessin très jeune, un peu comme ma fille. C'est sans cesse modelage, et peinture, et bricole et tout ça. Mais c'est collège de l'art en Afrique du Sud. J'ai appris la peinture à l'huile pour la première fois. Et une fois que j'ai touché la peinture à l'huile, j'ai touché à rien d'autre. Et je pas forcément, parce que c'était une étude graphique, je n'ai pas forcément de grandes techniques de base académiques, on va dire. Donc c'est plutôt une manière de peinture à l'huile à ma propre façon. Donc techniquement, c'est un peu moi qui, par système de débrouille et d'essayer des techniques différentes.
tenter de trouver quelque chose qui fonctionne. Ça dépend du travail aussi, il y a des techniques différentes. Beaucoup d'artistes vont passer de série en série. Moi, j'ai une base de série que je retourne et je revisite de manière permanente presque. C'est comme cette série-là, biomécanique, c'est plutôt basé dans la science et tout ce qui est nanosciences et particules et tout ce qui m'intrigue à ce niveau-là, qui m'a fait aller dans cette direction. Et les sphères lui-même, j'en fais des sphères sans cesse depuis que je suis très petit. Et c'est un peu le manière de le faire, c'est le processus lui-même qui est aussi intéressant que le résultat finalement. Je ne le fais pas avec un but précis à la fin, c'est quelques règles de base que je vais suivre à travers de plusieurs passages qui construisent cette image finale. C'est vraiment le processus pourquoi je le fais, que le message ou une idée précise. Ça reste quand même abstrait. Et des interprétations, ça va s'y varier au fil du temps aussi. C'est une série que je fais depuis une dizaine d'années et chaque fois je vais avoir des réflexions différentes. Si ce soit plutôt scientifique ou atomique ou quelque chose de planétaire ou aujourd'hui c'est plutôt viral. Le peinture à l'huile donne une palette assez fixe, assez assez naturelle je trouve. C'est jamais très flou. Ça c'est peut-être de couleurs de plus saturées, j'ai jamais fait même. C'est assez vif, mais c'est l'ensemble d'éléments. Il faut que ça fonctionne ensemble dans chaque toile, mais je pars rarement dans une idée très précise. Ça va se construire, j'aime laisser faire construire naturellement, selon mon humeur, selon les couleurs que j'aime, ces moments où si je veux tenter quelque chose, je vais l'impliquer. Je fais des travaux figuratifs qui sont beaucoup plus calculés, que je cible quelque chose d'un peu plus précis. Quand c'est là, c'est vraiment pour le plaisir de peindre, à la base, et de suivre cette schéma qui se met en place. Il y a beaucoup on appelle de computation, c'est un ensemble de règles de base qui donnent une multitude de possibilités finalement. Et, voilà. Certaines parties sont faites j'utilise un pastel clair, comme ça il se fasse, et par arrière-plan, c'est vraiment par niveau. Mais après la composition lui-même, il y a plusieurs éléments qui viennent en jeu, la taille de la sphère, comment je vais occuper l'espace. Mais une fois on a défini, par exemple, la taille de la grande sphère, la composition et l'équilibre va se trouver toute seule, je trouve. Je crois que ce n'est pas moi qui le trouve, c'est quelque chose qui déclenche la composition et on arrive à le suivre, tout simplement. Après, techniquement, le crayon ou un pastel léger que je peux effacer, mais après, je peux revenir à certaines manières avec des techniques un peu différentes, comme pour la lumière sur celle-là, de manière différente selon la pièce. Ça peut être assez varié d'autres biomécanismes que j'ai en exhibition ailleurs, ou de taille plus grande, des formats plus larges, je peux les tirer vers le bas gauche vers le doigt par exemple pour donner une notion. Il y en a qui coupent à travers de la toile. C'est vraiment par rapport à ce que j'ai envie d'explorer. Ces mouvements sont assez dissipés à travers de la toile. Il y a d'autres en horizon vertical qui sont grandes. J'aime avoir un mouvement à travers de la toile. Donc la composition se fait naturellement aussi. Donc plein d'éléments différents que je prends en compte et parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Il faut tout reprendre. Voilà. Depuis que je suis en France, je vends beaucoup en Allemagne, je vends beaucoup à l'étranger. À part de l'expo, je fais quelques semaines des arts au Camille, au tout début, mais quand j'étais pas peintre plein temps. J'en ai fait une ou deux expos autour de Toulouse, à Blagnac, mais très peu localement en fait. Et c'est la première fois grâce à Marjorie et Claude Lévigne que j'arrive à
installer dans une résidence, de s'intégrer un peu à le monde de l'art local, qui est bien. C'est sympa de voir d'autres travails, d'autres choses, et ce qui se fait localement, qui est assez différent de ce que je vois à Berlin ou à l'étranger. C'est sympa, j'aimerais le faire beaucoup plus. Pourquoi venir à Clos des Vignes? C'était surtout dans mon atelier à la maison, je vois des contraintes de cet atelier et cet espace, et la vie de famille quand on veut vraiment se concentrer sur un projet entier, et surtout certaines œuvres d'un certain format, c'est idéal d'avoir ce genre d'appui local, d'avoir cet espace. J'ai hésité un petit moment de demander de rester plus longtemps ou pas, de pouvoir s'installer, de pouvoir travailler sur grand format dans une condition un peu plus enfermée. C'est idéal quand on a quelque chose de clair en tête, quand on veut exécuter, mais dans les distractions de la maison et de la vie de tous les jours, ça semble gigantesque. Moi, je trouve des résidences plutôt pour cet sens, de pouvoir couper, vraiment attaquer quelque chose avec une idée précise. Les résidences sont différentes, mais c'est là, c'est le lieu calme, c'est le lieu parfait pour faire quelque travail en grand format que j'arrive à faire très rapidement, en arrivant avec une idée précise. J'ai le toit, grande toile, que j'arrivais à terminer assez. Au moins les grandes lignes de l'étoile, car la maison de le mettre dehors ou mon garage studio, c'est un peu étroit, donc c'est difficile à avoir de recul sur les œuvres et arriver à travailler dessus proprement. Les interprètent à leur manière, il n'y a pas une bonne réponse. Chacun le voit au niveau de couleur, au niveau de composition, comme ils ont envie de le voir. J'ai entendu plein de choses différentes. À quoi ça peut être consacré, à quoi ça concerne. Chacun sa manière. Ma mère croit que c'est des fleurs. C'est floral. Ça montre bien, chacun sa manière.